Des expériences hallucinogènes qui balayent la réalité telle que nous la connaissons. Des effets dont certains qui font partie des effets les plus puissants pouvant être ressentis par l'homme. Préparez-vous bien parce qu'il va y avoir beaucoup de moments où vous risquez de mettre ma parole en doute, et ça sera tout à fait normal. Néanmoins, gardez à l'esprit qu'on va quand même parler d'hallucinations, et pas forcément de faits réels. Là tout de suite, vous ne voyez peut-être pas où je vais en venir, mais je vous mets quand même en garde, surtout pour ce qu'on va aborder dans la dernière partie. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui suivent la chaîne et qui ont déjà acquis les notions abordées jusqu'à présent. Si vous êtes nouveau, vous pourrez quand même la comprendre sans trop de problèmes. Cependant, dans celle-ci, je vais avoir énormément d'effets à décrire. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles je ne vais pas revenir. De plus, pour ceux qui ne le sauraient pas, dans chacune de mes vidéos, j'insiste toujours sur une partie intitulée « Réduction des risques ». Le problème avec les hallucinogènes, c'est qu'en termes de description, les risques sont souvent les mêmes. Et cette fois, je voudrais éviter de consacrer toute une partie où je me répète encore et encore. Donc je vais quand même faire le minimum et mettre en garde tout de suite les plus téméraires. Je tiens à rappeler qu'un trip sous DMT, c'est pas un truc qui se fait tous les week-ends. D'ailleurs très souvent, beaucoup de consommateurs ont la sensation d'avoir besoin que d'une seule expérience et n'éprouvent pas le besoin de recommencer. En général, c'est à cause de l'intensité du trip ou alors c'est parce qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient. C'est une épreuve qui, si elle doit être réalisée, doit être faite dans un but bien précis. Et il est très important d'avoir un minimum de recul ou d'expérience avec les hallucinogènes, ou même tout simplement d'avoir du recul sur sa propre existence. Une dernière chose, concernant les bad trips et plus précisément les effets indésirables qu'ils peuvent provoquer, la majorité concerne l'aspect psychologique, par exemple les psychoses, les terreurs nocturnes ou encore l'anxiété. Mais je considère que le pire en termes de risque, c'est tout ce qui est déréalisation et dépersonnalisation. Et je me répète encore, mais ça je peux vous garantir que c'est le genre de truc, quand ça vous tombe dessus, votre vie se transforme. Ça devient une sorte de combat psychologique de chaque instant. C'est extrêmement épuisant et surtout extrêmement dur à gérer. Ça peut s'étaler sur des semaines, des mois, voire des années. Tout ça, ça reste rare, mais c'est bien le minimum à aborder quand on parle de ce sujet. Commençons. Dans tous les domaines, il y a toujours quelque chose qui est considéré comme une référence. Chez les consommateurs de substances hallucinogènes, même chez ceux qui ont beaucoup d'expérience, beaucoup s'accordent pour dire que la DMT et l'ayahuasca sont les substances ultimes, qu'il n'y a pas plus puissant ou plus révélateur. Elles sont même tellement considérées que la plupart des personnes placent la DMT dans une case en dehors des drogues et lui accordent un côté presque magique, voire religieux. Il n'y a qu'à voir les nombreux schémas concernant la puissance des drogues, vous verrez toujours la DMT au sommet. Et il y a énormément de choses qui justifient pourquoi cette molécule est considérée comme étant l'une des plus mystiques sur Terre. Déjà de par son histoire, de sa composition chimique, mais aussi et surtout de ses effets. Malgré tout ce qui se dit, je ne suis pas d'accord pour placer cette substance au sommet en termes de puissance. Et si vous suivez un peu mes vidéos, vous pouvez facilement deviner pourquoi. On a déjà vu que chaque drogue hallucinogène peut provoquer des expériences extrêmement puissantes si le consommateur cherche à pousser son expérience au maximum, que ce soit en termes de dosage, de redrop, de combinaison, d'état d'esprit ou même de moments vécus pouvant intensifier l'expérience. Et c'est à cause de schémas comme ça que vous pouvez en venir à sous-estimer une prod et finir par vous prendre une bonne claque. Donc il faut vraiment oublier ce genre de schéma idiot. Maintenant, je suis entièrement d'accord pour dire que la DMT, c'est une substance qu'on pourrait, ou plutôt qu'on aimerait, pouvoir qualifier d'ésotérique. La voir un peu comme une sorte de substance divine, au-dessus des autres. En fait, il y a certaines informations concernant la DMT qui poussent des personnes à rêver sur les origines de cette drogue. Et vu les expériences qu'elle peut provoquer, mais aussi les nombreuses zones d'ombre qu'elle possède, il n'est pas étonnant que beaucoup de personnes fantasment sur cette substance. Alors, d'où vient la DMT? Quels sont ses effets? Et pourquoi cette molécule est-elle si mystérieuse? Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à saisir les différences entre la DMT et l'ayahuasca. Là, on va surtout se concentrer sur notre sujet, mais il faut savoir que l'ayahuasca, c'est en fait une préparation ancestrale utilisée dans certaines tribus amazoniennes depuis plus de 5000 ans, et dans des rites chamaniques ayant pour but de se rapprocher des dieux. L'ayahuasca est en fait un composé de plusieurs éléments, dont deux principaux. Le premier étant une plante contenant du DMT. La DMT qui, vous l'avez deviné, est à l'origine des effets hallucinogènes. On en trouve dans plusieurs plantes, comme par exemple la Psychotria viridis ou encore la Diplothéris cabrerana.
Le deuxième élément, c'est une liane appelée Banisteriopsis capi, qui est en fait un IRMAO, un inhibiteur réversible de la monoamine oxydase. En gros, dites-vous qu'en temps normal, lorsque l'on consomme du DMT par voie orale, il est directement décomposé par les enzymes présentes dans notre estomac, et n'a donc pas le temps d'être absorbé par le corps. Ici, notre liane va permettre de limiter l'action de nos enzymes et du coup, permettre au corps d'absorber la DMT. Là, je n'ai cité que les deux éléments principaux, mais dites-vous que les préparations d'ayahuasca peuvent être extrêmement complexes. Il peut y avoir vraiment beaucoup plus de plantes infusées, et dont certaines avec des effets psychoactifs supplémentaires. Mais globalement, vous avez compris. Ce qu'il faut retenir, c'est que la DMT, c'est tout simplement la molécule psychotrope à l'origine des effets. Pour vous donner une idée, lorsqu'elle est fumée ou vaporisée, les effets générés sont très intenses mais ne persistent que très peu de temps. On parle de trip qui dure entre 5 et 15 minutes. Et l'ayahuasca, c'est ça, mais pendant une durée qui peut s'étaler entre 3 et 6 heures. Là, tout de suite, pour ceux qui ne connaissent pas les effets, c'est assez difficile à imaginer, mais vous allez comprendre tout ça tout à l'heure. La DMT, c'est la molécule avec l'histoire la plus compliquée que j'ai eu à comprendre depuis le début de la chaîne. Beaucoup de scientifiques ont travaillé dessus et il y a pas mal de choses à voir. Mais comme d'habitude, je vous ai juste sélectionné les étapes les plus importantes. Première synthétisation en 1931 par le chimiste allemand Richard Helmut Friedrich Mansk. À cette époque, on ne savait même pas que la DMT existait à l'état naturel, et encore moins qu'elle était présente dans des breuvages d'ayahuasca. D'ailleurs, ces breuvages n'étaient même pas connus. C'est Oswaldo Goncalves de Lima, un autre scientifique qui l'a découvert après avoir extrait un alcoïde, donc la DMT, de la Mimosa tenuiflora, une autre plante également utilisée dans les breuvages d'ayahuasca. Tout ça, c'est la partie découverte, mais ces effets hallucinogènes ont été étudiés qu'au milieu du XXe siècle, avec les premiers tests scientifiques sur des humains, et ils ont été réalisés en 1956 par un chimiste, aussi psychiatre du nom de Stéphane Tzara, qui testera la molécule sur lui ainsi que sur ses collègues. Il est impossible de parler de DMT sans évoquer les fameuses histoires entourant la glande pinale. La glande pinale, elle est située au centre de notre cerveau et sécrète de la mélatonine, une hormone qui a un rôle très important dans la régulation du rythme biologique, la veille, le sommeil, etc. Ça, c'est la partie simple. Mais la glande pinale, c'est aussi une partie du cerveau qui, au fil des années, a été liée à de nombreuses histoires ésotériques, dans plusieurs cultures et pour tout un tas de raisons. Sa position dans notre corps, c'est-à-dire située au centre du cerveau, on a aussi son aspect qui s'approcherait d'un œil atrophié, et on a aussi le résultat de certaines expériences scientifiques. Pour vous donner une idée des légendes à son sujet, eh bien on a par exemple des croyances comme le 6e chakra, ou encore le 3e œil. Ça c'est un petit peu plus connu. Donc vous avez compris, on va pas s'embourber là-dedans. Tout ça c'est bien beau, mais vous allez me dire en fait qu'est-ce que ça a à voir avec la DMT? Eh bien pas mal de ces croyances ont été alimentées par des expériences scientifiques qui ont mis le doute à beaucoup de personnes. C'est le scientifique Rick Strassman qui a le plus étudié la DMT dans les années 90. Il a mené de nombreuses expériences sur des animaux et sur des humains, car il voulait savoir si la glande pinale était capable de produire du DMT, mais aussi savoir quelle était sa fonctionnalité sur le cerveau. En fait, il supposait que la glande pinale libérait du DMT pendant les rêves, mais aussi pendant les expériences de mort imminente, dont je vous ai déjà parlé, notamment dans la vidéo kétamine, les fameuses NDE. Pour vérifier tout ça, il a fait plusieurs expériences sur des rats, et ça lui a permis de faire pas mal de découvertes. En fait, du DMT était bien synthétisé dans leur cerveau. Encore plus troublant, la biosynthèse de DMT dans leur cerveau augmente au moment de l'arrêt cardiaque. Et c'est pas fini. Il découvre aussi les deux enzymes nécessaires à la biosynthèse du DMT, les enzymes INMT et AADC. Pour ceux qui ont un peu de mal à suivre, ne vous inquiétez pas, vous avez juste à retenir que, en gros, plusieurs sources de DMT sont découvertes dans le cerveau du rat, et pas seulement dans la glande pinale. Une dernière chose, des expériences menées par la suite sur des animaux ne possédant pas de glande révèlent aussi des traces de DMT dans leur cerveau, ce qui sous-entend que la glande pinale n'a pas un rôle central dans la biosynthèse du DMT. Bon ok, tout ça c'est intéressant, mais qu'en est-il de l'homme? Eh bien, on a également retrouvé du DMT en infime quantité dans le corps humain, mais ça s'arrête là. Et c'est justement ça le problème. Toutes ces études sont réalisées sur des animaux, et beaucoup de personnes s'en sont arrêtées là pour échafauder toutes sortes de théories. Cependant, à l'heure actuelle, il n'y a aucune preuve scientifique qui peut expliquer d'où proviennent les infimes quantités de DMT découvertes dans le corps humain, ni leur utilité au sein de notre organisme. Et encore moins si la glande pinale a un rôle là-dedans. En gros, on ne sait rien, et tous ceux qui vous disent le contraire à l'heure actuelle ne peuvent émettre que des théories.
Voilà, j'ai expliqué l'essentiel. C'était une partie un peu compliquée mais nécessaire pour la compréhension globale de la vidéo. Parce que quand on tombe sur les histoires de glandes pinales, on peut facilement se laisser tenter et partir dans de mauvaises directions. Si ça vous intéresse, vous pouvez avoir plus d'informations sur la page DMT Nexus. Là-bas, il y a les dernières découvertes, mais c'est un forum anglais, donc c'est vraiment pour les plus déterminés. J'en reviens, là je vous dis, j'ai la tête comme un chou-fleur, alors bonne chance. D'ailleurs, par hasard, s'il y a une personne qui m'écoute, qui est vraiment calée et qui suit l'actualité sur la DMT et sa biosynthèse, et qui voudra apporter des compléments d'information, alors là, vraiment fais-toi plaisir, je te mettrai en top commentaire, comme ça tu pourras apporter ta contribution. Il y a plusieurs façons de consommer du DMT, mais les deux principales, c'est en le fumant ou en le vaporisant. Alors même si à première vue ces techniques peuvent paraître assez simples, eh bien ça n'est pas forcément. Ces deux méthodes nécessitent un minimum de préparation et de connaissances, parce que souvent ce qui se passe, c'est que on chauffe trop son DMT, du coup il perd de sa puissance. En fait, sous cette forme appelée freebase, il est très sensible à la chaleur. On peut aussi tout simplement rater sa préparation en n'ayant pas la bonne technique, et du coup on optimise mal son produit. Bon, vous vous doutez, je vais pas faire un tutoriel sur comment optimiser son DMT, ça serait malvenu, mais il fallait que je vous en parle rapidement parce que justement lors de ma première expérience, je me suis planté en cramant un peu trop ma base. Et du coup le feeling sur l'instant, il n'est pas vraiment super. Comment se déroule une expérience? Il y a globalement deux types de DMT différents. Un premier considéré comme étant moyen en termes de puissance, enfin évidemment sur l'échelle du DMT, c'est-à-dire qu'il va comporter un certain nombre d'effets mais qui ne contiendra pas toutes les possibilités qu'offre la DMT. Et le deuxième, considéré comme étant le niveau supérieur, en anglais cela s'appelle le breakthrough, que l'on peut traduire par une percée au travers des choses et que je traduis personnellement par transpercer la réalité. Vous l'avez deviné, c'est avec des doses un peu plus élevées. Mais toutefois, ce n'est pas obligatoire. Comme je disais tout à l'heure, beaucoup de personnes ont tendance à mal optimiser leur prise de DMT et subissent souvent des pertes. Si le produit est pris comme il faut et que tout est fait pour, c'est-à-dire un bon mindset, un bon endroit pour triper, etc., il est possible d'accéder à cette étape sans trop augmenter les dosages. Mais encore une fois, tout ça c'est assez subtil. Une dernière chose, le breakthrough c'est une particularité du DMT. Je considère qu'avant cette étape, les effets pouvant être ressentis lors d'un trip peuvent trouver quelques similitudes avec d'autres substances hallucinogènes. En revanche, une fois cette barrière franchie, les effets sont aussi compliqués à expliquer que d'expliquer une couleur à un aveugle. Alors attention, je tiens tout de suite à vous prévenir, pour le bien de cette vidéo, je vais appeler le breakthrough barrière. Comme ça, voilà, ça m'évitera de vous impressionner avec mon merveilleux accent anglais. Il y a donc plusieurs niveaux de trip après la barrière. Ça veut dire qu'une expérience se situant après cette barrière ne contiendra pas forcément tous les effets que je vais citer, ou qu'elle sera aussi intense. C'est un peu la même logique que les paliers du DXM pour ceux qui s'en souviennent. Comme je vous l'ai dit, il y a énormément d'effets, et ce qui est bien c'est que la DMT est extrêmement bien documentée, et à tous les niveaux. Cependant pour une personne qui n'a jamais eu d'expérience hallucinogène, ça reste quand même un vrai casse-tête, et il est difficile de se retrouver et de comprendre certains effets, et surtout de réussir à les imaginer en même temps. En fait, c'est ça le plus compliqué. On va donc y aller crescendo. J'ai rassemblé les principaux effets que je vais décortiquer au fur et à mesure de la vidéo, que ce soit pour les effets avant et après la barrière. Les plus compliqués seront soigneusement expliqués à l'aide d'exemples, mais il faudra être un minimum attentif. Il est important de préciser que tous les effets que je vais citer avant la barrière sont aussi des effets que vous allez retrouver après, et souvent en beaucoup plus puissants. La démarcation entre l'avant et l'après, c'est juste pour introduire les effets monstrueux pouvant se produire après cette barrière, et pour vous faire saisir la différence entre les deux expériences. On va donc déjà commencer par les visuels avant la barrière. Comme avec beaucoup de psychédéliques, on a souvent de nombreuses actions qui s'exercent sur les couleurs. Bien souvent, votre pièce va être beaucoup plus intense visuellement, les couleurs plus profondes, voire luminescentes pour certaines. Alors, on va tout de suite introduire un élément très important dans mon explication. Une ampoule. Une simple ampoule de couleur jaune avec une particularité. Elle se balance au milieu d'une pièce, au milieu de votre pièce. Visualisez-la bien et faites abstraction du reste. En fait, au fur et à mesure, je vais ajouter des effets dessus pour vous donner un aperçu des possibilités d'hallucination sur un simple élément. Sous DMT, cette ampoule pourrait changer de couleur, passer par toutes les teintes, mais aussi
laisser une traînée luminescente sur son passage. Maintenant, il faut savoir que la DMT a une particularité visuelle commune à énormément d'expériences. Ce sont les formes géométriques. Restez bien concentrés parce que là, c'est assez simple à imaginer, mais après, ça va se corser. Comme je disais à l'instant, la géométrie et la DMT, c'est une grande histoire d'amour. Les couleurs n'arrivent en général jamais seules. Une multitude de formes géométriques peuvent remplir la pièce. Il s'agit bien souvent de formes complexes et profondes qui émanent de tous les éléments environnants. Ces formes peuvent se découper, se multiplier, créer des patterns, se répéter, etc. Là, ça devient un peu plus compliqué. Heureusement, on a notre ampoule. Cette ampoule, en plus de laisser des traînées lumineuses derrière elle, fait apparaître des images rémanentes sur son passage. Rémanente veut dire que son tracé dans l'espace va créer des images persistantes de son passage. Des images qui, par combinaison, peuvent par exemple former une nouvelle figure géométrique. Une nouvelle figure géométrique qui peut se transformer et créer un nouvel élément visuel. Puisqu'il est important de noter que tout est en constante évolution dans l'environnement nous entourant. Rien n'est fixe, tout se transforme. L'image de l'ampoule, elle est là pour vous permettre de vous focus sur un seul élément. Maintenant, essayez d'imaginer tout ça sur tous les éléments présents dans votre pièce. C'est compliqué et c'est normal, rassurez-vous. Évidemment, ça ne s'arrête pas là. Là, on se concentrait sur des objets, mais ces effets peuvent aussi s'appliquer sur tout votre champ de vision. Tout l'environnement qui se découpe et se répète de façon géométrique, c'est aussi une possibilité. Maintenant, poussons un peu plus loin les explications. Le niveau de détail de toutes ces formes géométriques peut être extrêmement profond et détaillé. Ce que j'entends par là, c'est que ces formes ne sont pas floues. Votre vision n'est pas floue. En fait, tout vous paraît être en 4K, voire même une définition au-delà du réel. Une définition supérieure à ce que nous sommes capables de voir, même avec des technologies. En général, c'est le nombre hallucinant de petits détails composant ces hallucinations qui génèrent cette sensation visuelle ultra HD. Ce qui nous emmène à un sujet très similaire, les fameuses Machinescape, qui est un de mes effets préférés. J'en ai déjà parlé dans la vidéo 2CB il y a un moment, et c'est un des effets les plus galères que j'ai eu à décrire sur la chaîne. Il est possible que certains éléments du paysage soient découpés et deviennent indépendants et movibles. C'est comme ça que j'avais introduit pour la première fois les Machinescape sur ma chaîne. Donc je vais également rappeler la définition. Les Machinescape sont des hallucinations extrêmement complexes et nettes qui définissent un paysage complètement fait de différentes pièces en constante évolution et qui se déplacent entre elles de différentes façons. Et à tout ça vient généralement s'ajouter un ensemble d'effets visuels. J'avais pris comme exemple un arbre pour mon explication dans la vidéo sur le 2CB. Et aujourd'hui, on va prendre le sol de notre pièce. Donc encore une fois, concentrez-vous dessus, visualisez-le bien parce que la suite de mon explication va s'appuyer dessus. Commençons par imaginer que le sol de notre pièce soit découpé en une multitude de formes géométriques parfaitement emboîtées les unes dans les autres. Que ces formes prennent leur indépendance dans l'espace. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément immobiles. En fait, elles se mettent à flotter sur leur axe d'emboîtement. Elles commencent à bouger indépendamment sur cet axe, comme si votre sol respirait. Une très bonne comparaison serait une hola dans un stade, avec des personnes qui se lèvent et qui s'assoient pour créer un effet de marée. Ça, c'est la base de la compréhension de la Machinescape. Et là, il va falloir faire travailler son cerveau, parce qu'il ne faut pas oublier que les autres effets visuels sont aussi présents. C'est-à-dire qu'en même temps, nos formes géométriques changent de couleur, laissent des traînées lumineuses et peuvent à tout moment, attention un petit peu plus compliqué, se combiner pour créer différents patterns géométriques extrêmement nets. Eh bien, si vous arrivez à imaginer ça, vous pouvez avoir un micro-aperçu d'un élément, donc ici le sol, dans un paysage de Machinescape, puisque l'ensemble de la pièce avec tous les éléments qui la composent, ou même un paysage extérieur, peut se transformer en Machinescape. La DMT possède encore une autre particularité, et pas des moindres. Je crois qu'on a un peu abordé le sujet avec la kétamine, mais là c'est un tout autre niveau. Je parle de la téléportation d'éléments. Tous les objets présents dans votre pièce sont susceptibles de se déplacer, ou plutôt de changer d'emplacement. C'est pas très compliqué à imaginer, mais c'est plutôt compliqué à croire. Et pourtant c'est bien le cas.
De plus, il faut savoir que votre perception des distances est complètement chamboulée. Tout peut paraître proche comme éloigné. C'est assez compliqué à décrire, mais un exemple serait que votre pièce soit en vision panoramique. D'ailleurs ça, on l'a déjà vu avec d'autres hallucinogènes. On change un peu de registre. Là on parlait pas mal de tout ce qui était visuel, mais maintenant comment votre corps se comporte et qu'est-ce qu'il se passe dans votre tête? Eh bien à l'image des visuels, les changements physiques sont tout aussi nombreux et complexes. Pour résumer globalement, toutes les sensations physiques sont décuplées. On va déjà commencer par quelque chose qui est assez récurrent dans les tripes de DMT, c'est l'impression de changement de gravité. Beaucoup de personnes ont des fois l'impression d'être happées vers le sol, ou plutôt que la gravité augmente. Ce phénomène a souvent lieu après l'inhalation, au moment où votre corps se relâche. Certaines personnes ont l'impression d'être propulsées à grande vitesse, comme s'ils étaient dans un manège à sensations fortes. Alors, ce phénomène c'est surtout après la bagarre qu'on peut y avoir le droit, mais avant c'est aussi possible. À partir de là, le son, le temps, absolument tout est distordu. Les bruits ou sons que vous allez entendre peuvent vous paraître comme des sortes de sifflements, de craquements. L'échelle de temps que vous connaissez est complètement balayée. C'est quelque chose que l'on retrouve avec beaucoup d'hallucinogènes, mais ici c'est d'autant plus marquant que les expériences sont généralement très courtes. On parle d'une dizaine de minutes pour le gros des effets. Ce que je veux dire, c'est que d'avoir l'impression de vivre une semaine sous champignons quand on tripe 5 heures et avoir l'impression de vivre l'éternité quand on tripe sous DMT pendant 10 minutes, eh bien ça chamboule un peu. Attention, quand je dis l'éternité, je parle du maximum que l'on peut ressentir. Bien souvent après être redescendu, on peut avoir l'impression que ça a duré 30 minutes ou 1 heure, ce qui est déjà beaucoup pour 5 à 10 minutes de trip. Pour continuer sur les effets physiques, eh bien vous allez être beaucoup plus attentif à tout ce qui vous entoure, mais aussi sur tous les sujets qui vous passent par la tête. En fait, tout va devenir subitement très intéressant, jusqu'à des choses qui vous apparaissent insignifiantes dans la vie quotidienne. En fait, tout devient différent visuellement comme psychologiquement, et c'est un peu comme une redécouverte du monde avec un œil nouveau. D'ailleurs, votre corps est souvent perçu comme une simple enveloppe, à un tel point que certaines personnes ont l'impression de partir, de ne plus le contrôler. On peut s'oublier, oublier des événements qui se sont produits quelques secondes auparavant, et ce pendant toute l'expérience. Cette sensation possède plusieurs niveaux, le maximum étant la mort de son propre ego ainsi que l'être que l'on était, l'oubli total du nous d'avant. Ça, c'est surtout après la barrière, mais encore une fois, on va y venir. Le dernier effet qui touche l'ensemble des sens que je vais aborder avant la seconde partie, c'est la synesthésie, qui est d'ailleurs un effet qu'on a déjà aussi abordé sur la chaîne. La synesthésie, c'est la combinaison d'un ou plusieurs sens. Je m'explique. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé des visuels avec notre ampoule. Eh bien, un exemple de synesthésie, c'est de voir les visuels évoluer sur l'ampoule en fonction du son. En fait, la synesthésie peut lier un ou plusieurs sens, ce qui, dans notre exemple, lie la vue et l'ouïe. Cet exemple-là, il est assez simple, mais la synesthésie, ça peut donner des choses très difficiles à imaginer, comme la combinaison du goût et du toucher. Imaginez manger quelque chose qui vous fait un effet immédiat dans tout votre corps. Par exemple, un simple fruit. Et ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Toucher des goûts ou encore, pour citer autre chose, sentir des couleurs. Il est important d'apporter quelques informations avant la suite. Déjà, tous les effets dont j'ai parlé avant sont aussi présents, mais ils s'exercent de façon plus intense. Une fois cette barrière franchie, le trip est ultra psychologique. Les yeux sont fermés, le corps est posé. Autre chose, comme j'aime bien être précis dans mes vidéos, il faut savoir que tous les effets sont expliqués et classés par niveau d'intensité sur le Psychonaut Wiki. Et quand je dis tous les effets, c'est absolument tous les effets. Par exemple, les hallucinations de type géométrique sont classées par niveau, de 1 à 8. Et il y a même des sous-catégories, par exemple 8A et 8B. Ces niveaux, ils s'appliquent pour toutes sortes d'effets. Perte de l'ego, hallucination intérieure, hallucination extérieure, etc. C'est assez difficile à comprendre et il y a beaucoup de niveaux que je n'ai jamais explorés. D'ailleurs, c'est en faisant cette vidéo que je m'en suis rendu compte. On parle d'expériences extrêmement intenses et pour ceux qui s'en rappellent, comparables en termes de rareté et de complexité au plateau Sigma du DXM. Bref, vous l'avez compris, le monde des hallucinogènes est infini et c'est aussi captivant qu'effrayant.
J'ai déjà vécu tous les effets que je vais vous décrire dans toutes mes expériences d'hallucinogènes combinées, mais jamais leur niveau maximum, à part peut-être pour 1 ou 2. Donc je vais faire du mieux que je peux pour essayer de vous retranscrire ça le plus clairement possible. On distingue 4 étapes plus ou moins récurrentes après avoir franchi la barrière, c'est-à-dire que beaucoup de personnes suivent un trip ayant le même schéma. La première appelée le breakthrough, c'est-à-dire juste après avoir inhalé la dose de DMT suffisante pour provoquer l'effet. Souvent très intense, c'est ici que commencent les hallucinations visuelles, auditives et corporelles. C'est aussi là qu'on a cette impression de se retrouver dans une sorte d'hyperespace. La deuxième étape est décrite comme étant une étape intermédiaire, permettant d'arriver de l'autre côté. C'est à partir de ce moment que les hallucinations s'intensifient. Évidemment, cette étape peut prendre une multitude de formes, mais dans beaucoup d'expériences, elle est décrite comme un tunnel où vous êtes propulsé comme dans des montagnes russes. La troisième étape, c'est l'arrivée et le début de tous les effets les plus puissants. Et c'est ici qu'on va s'arrêter pour que je puisse vous les présenter. Je précise encore que chaque effet n'est pas obligatoire. Certaines expériences vont en contenir 2 ou 3, d'autres plus, etc. À ce stade de l'expérience, on est allongé ou assis, les yeux fermés. Tout se passe dans la tête. Tout d'abord, psychologiquement, ça n'a plus rien à voir avec votre état normal. Tout devient spirituel. Vous, les autres, la nature, le monde, la mort, l'univers. Toutes ces notions deviennent capitales. Votre réflexion va s'orienter dessus avec un intérêt incroyable. Vous cherchez des réponses, vous remettez tout en cause. En fait, votre expérience va se construire autour de ces différentes phases. Les hallucinations intérieures vont également se modeler autour de vos réflexions. Et à ce stade, elles sont extrêmement puissantes. Pour le plus haut niveau atteignable en termes d'hallucination, vous pouvez atterrir dans un monde qui peut vous paraître encore plus réel que celui dans lequel vous regardez cette vidéo. Encore plus réel qu'un rêve, beaucoup plus net avec d'innombrables détails. L'impression d'avoir une vision 4K. Pour vous donner un exemple, beaucoup de tripes relatent des expériences où les consommateurs arrivent dans des villes cosmiques, créées par des entités d'un autre monde. D'ailleurs, tout à l'heure, je parlais de la téléportation. Eh bien, il arrive très souvent que, pendant cette troisième phase, votre conscience atterrisse dans d'innombrables lieux, une sorte de voyage au travers de plusieurs dimensions. Votre ego peut être balayé. Là encore, il y a plusieurs niveaux. Mais en gros, le maximum, c'est l'impression de ne plus exister, c'est-à-dire d'oublier son identité, son soi d'avant, notre nom ou toute autre information nous concernant. En fait, cette phase revient à remettre en cause le « je ». Être n'existe plus, ne signifie plus rien. C'est une sensation encore une fois unique. On peut avoir l'impression d'être mort ou d'être sur le point de mourir, mais c'est un moment où des notions comme la peur ou encore d'autres sentiments n'existent plus. Un des phénomènes les plus incroyables, c'est la rencontre avec des entités supérieures. Bien souvent, elles sont perçues comme bienveillantes, présentes pour vous accompagner. C'est très étrange, mais ça ne s'arrête pas là, et ceux à qui cela est déjà arrivé pourront vous le confirmer. Leur langage est bien souvent un langage télépathique. Vous les voyez, vous comprenez leur présence, vous les ressentez, tout ça sans qu'elles ne disent un mot. C'est ça la télépathie, vous les comprenez sans aucun mot prononcé. Beaucoup de personnes ont la sensation que ces entités leur sont proches, comme si elles les avaient déjà rencontrées avant. Ça m'est déjà arrivé et je peux vous garantir que cette sensation à leur contact est indescriptible. Une bienveillance et une chaleur infinie, comme une sensation d'être des leurs. C'est d'ailleurs un sentiment proche de l'empathie, un peu comme sous MDMA, mais avec des êtres d'un autre monde. Si vous trouvez vos réponses, vous pouvez arriver dans un stade de transe. C'est le même principe que dans la vidéo sur le LSD. C'est-à-dire un état où vous avez la sensation de tout comprendre, de saisir la complexité de l'univers, l'impression d'être connecté à toute chose et d'avoir tout ce que vous recherchez. Ça vous fait en général arriver dans un état d'esprit comblé, paisible, où vous pouvez saisir votre rôle et pourquoi pas votre but dans notre réalité. Les visuels peuvent arriver à un niveau de complexité en dehors de toute conception. Beaucoup de trip reports rapportent une géométrie perçue comme étant divine, des formes d'une netteté, d'une complexité et d'une beauté d'un autre monde. En fait, il est possible d'avoir des machinescapes, et cette fois-ci les yeux fermés.
ce qui veut dire qu'elle serait composée d'éléments créés par votre cerveau et non extérieurs, sachant que les visuels sous DMT peuvent atteindre un niveau phénoménal. Alors, je n'ai pas vécu cet effet que l'on va appeler géométrie divine, mais mon expérience me porte à croire qu'il s'agirait de Machinescape composés d'éléments inventés par notre cerveau. Et je n'ose même pas imaginer la beauté et la complexité de leur apparence. Ça reste évidemment une supposition, et je ne sais pas si des personnes qui me regardent actuellement sont parties jusque-là, mais s'il y en a avec des expériences de Machinescape, n'hésitez pas à les décrire précisément, ce sont des témoignages très rares et ça serait très cool d'en lire quelques-uns sous cette vidéo. Le monde des hallucinogènes est fascinant. Pour vous donner un aperçu, dites-vous que la DMT à elle seule ne peut pas provoquer le niveau maximum de certains effets. Certains paliers ne sont même pas accessibles avec cette substance. C'est assez incroyable quand on voit le niveau que l'on peut déjà atteindre lors d'une expérience. Dites-vous qu'il y a des effets encore plus puissants que ce que je viens de décrire. Tellement que même à leur lecture et malgré toutes mes expériences, je n'ai même pas réussi à les imaginer ou même les comprendre. Comme je disais au début, ce n'est pas une expérience qui se fait comme ça, sans réflexion. Cette fois, je me suis permis de moins approfondir la partie liée au risque pour passer un peu plus de temps à vous décrire les effets. Et je pense que ça valait le coup. Mais bien qu'incroyable, cette substance n'en reste pas moins dangereuse si elle est mal utilisée. Donc soyez extrêmement vigilants, informez-vous correctement, et aussi je précise que cette vidéo n'est absolument pas suffisante pour vous faire un avis sur le sujet. Prenez soin de vous, et merci de votre écoute.